Bonjour à tous, nous sommes mardi 19 mai. Allez, on étudie notre troisième poème. Donc il s'agit du chapitre 5 que vous voyez ici. Donc là, je suis dans votre drive, hop, dans les leçons. Et donc le chapitre 5 est là. Au passage, les contes racontés continuent à s'étoffer, hein, après, alors le dernier en date, c'était... Élise, non peut-être pas d'ailleurs, parce que c'est le commentaire qui arrive, le 15 mai, mais en tout cas Anna vient d'ajouter, son compte, vraiment, juste hier. Voilà, donc vous pouvez continuer à vous promener dans le répertoire, il y a toujours des ajouts. Donc dans les leçons, on va, cliquer sur le chapitre 5 et découvrir le, poème que nous allons étudier. Donc je vous l'avais annoncé, «Outils posés sur une table» de Jean Tardieu. Alors, voilà, là on voit tout. Je vous le lis. Donc je vous le lis en insistant, donc là on commence à avoir un peu l'habitude, hein, comme le monde. Hop, ce E-là, il va falloir bien le lire. Alors verbe et adverbe évidemment, mais il y a un S, donc ça c'est normal, j'en parle pas. C'est bien, voilà, fondre. Hop. Celui-là, il va bien falloir le lire aussi. Pause. Et puis, c'est tout. Et donc les liaisons, vous allez m'entendre les faire au fur et à mesure. Mes outils d'artisan sont vieux comme le monde. Vous les connaissez. Je les prends devant vous. Verbes, adverbes, participes, pronoms, substantifs, adjectifs. Ils ont su, ils savent toujours peser sur les choses, sur les volontés, éloigner ou rapprocher, réunir, séparer, fondre ce qui est pour qu'en transparence, dans cette épaisseur, soit espéré ou redouté ce qui n'est pas encore, ce qui est tout, ce qui n'est rien, ce qui n'est plus. Je les pose sur la table, ils parlent tout seuls, je m'en vais. Alors déjà, si je regarde la forme du poème, on voit tout de suite que les vers sont tout à fait libres, c'est-à-dire n'ont pas un nombre de pieds particulier, c'est pas toujours 12 des alexandrins ou 10 des décasyllabes. Donc on parle de vers libres. Il y a des vers quand même, puisque on voit bien qu'il y a des retours à la ligne, mais ça n'est pas toujours le même nombre de pieds. Donc c'est ça qu'on appelle un vers libre. De plus, vous voyez que au niveau de la rime, c'est un peu comme on veut. On va avoir, qu'est-ce que j'ai vu? Voilà, rapprocher, séparer, voilà, et puis c'est tout. Donc c'est 2 rimes en «et» qui se trouvent là, par hasard, donc on peut pas appeler ça des rimes, hein. Donc on va dire que vers libre, sans rime. Ensuite, on peut regarder qu'au niveau de la ponctuation, c'est plus que léger. On a de temps en temps des points, mais vraiment de temps en temps, et il faudrait bien des virgules qui n'y sont pas. Donc, par exemple, voilà: «Il parle tout seul, je m'en vais», on aurait besoin d'une virgule là. «Il parle tout seul, virgule, je m'en vais». Elle n'y est pas. Donc on a ici un poème moderne, d'ailleurs je vais vous afficher, voilà, la date, 20e siècle. Un poème moderne qui donc utilise toutes les libertés qu'on a au 20e siècle, donc pas de strophe, pas de vers fixe, pas de rime, ponctuation réduite à son minimum. Et donc ce qu'on veut au 20e siècle, en tout cas dans le mouvement littéraire auquel appartient Jean Tardieu, ce qu'on veut, c'est libérer les mots de toute contrainte. Voilà, faire de la poésie avec cette idée de liberté. Alors, de quoi nous parle ce poème? Il nous parle de la création poétique, hein. Comment faire un poème? Donc c'est un poème qui explique comment faire un poème, hein. C'est un peu un poème qui se regarde son petit nombril, et quand il dit: «Mes outils d'artisan», eh bien, c'est lui l'artisan, le fabriqueur de poèmes. C'est de cet artisanat-là qu'il parle. Donc c'est pour ça que je vous ai choisi ce poème, justement parce que, on était dans un thème poétique de la création. Donc là, c'est pas la création du monde ou les animaux ou autres comme, l'arbre et le rêve du jaguar, mais c'est la création littéraire elle-même. Alors, on va voir un certain nombre de figures de style. Donc, les figures de style, je vous rappelle, c'est une façon d'agencer les mots qui vont les rendre remarquables. Et donc, on appelle ça une figure, comme on ferait une figure de gym ou une figure de patinage artistique pour rendre sa discipline, elle aussi, remarquable. Donc, dans les figures de style que vous connaissez bien, qu'on manipule souvent, il y a la comparaison, la métaphore
et la personnification, qu'on a déjà vu dans d'autres poèmes. Donc ici, on va commencer par une très longue métaphore, puisque il parle des outils, de ces outils d'artisan. Donc déjà, lui, l'image, il se présente comme un artisan qui va fabriquer, on va dire, je sais pas, une chaise, hein. On prend un ébéniste, ou enfin l'ébéniste, c'est peut-être pas tout à fait celui qui fabrique la chaise, c'est plutôt le menuisier. Donc disons, le menuisier qui fabrique la chaise. Voilà un véritable artisan, hein, ou le céramiste qui va faire sa céramique pour une table, une décoration, des chaises, des pots, des vases. Là aussi, c'est un véritable artisan. Non, Jean Tardieu, c'est une image. Il ne fabrique pas le poème avec des outils, avec de vrais outils, d'accord? Donc, mes outils d'artisan, voilà une image. Ça, on appelle donc ça une métaphore. Alors, pour vous différencier un petit peu la comparaison de la métaphore, quand on a une comparaison, on a le mot comme qui apparaît, hein, ou le mot tel que. Ça veut dire que on aurait dit le poète a des outils comme un artisan. Là, c'était très clair. Mais ici, on ne vous dit pas le poète a des outils comme un artisan. On vous dit directement mes outils d'artisan sont vieux. Donc, c'est pour ça qu'on ne parlera pas de comparaison, on parlera de métaphore, parce que c'est l'image qui vous apparaît directement à l'esprit, on la laisse venir à votre esprit, on ne vous la dicte pas. Hein, si je dis mes outils d'artisan sont, enfin plutôt les mots du poète sont comme le marteau de l'artisan, bon bah voilà, je vous impose l'image du marteau. Ici, mes outils d'artisan sont vieux comme le monde, le poète ne vous impose pas quels outils c'est, de quel artisan on parle, c'est à vous d'imaginer. Il vous fait, on va dire, flotter cette image d'artisanat et d'outils, mais c'est à vous de les choisir. En revanche, ici, on a bien le mot comme, et on a donc une comparaison, vieux comme le monde. Et on peut noter que cette comparaison, c'est une comparaison très classique, très banale, à tel point qu'elle est presque comme une expression du langage courant. Hein, on peut dire vieux comme Hérode, vieux comme le monde. Ça veut dire très vieux en réalité. Donc, ces outils sont vieux comme le monde. C'est une façon de dire qu'ils sont très vieux, mais avec cette belle image qu'est cette comparaison vieux comme le monde. Très vieux, c'est-à-dire ça date de la création du monde, hein, donc du Big Bang quasiment. Alors, quels sont ces outils? Donc, il nous dit, vous les connaissez. Ah, alors ça s'appelle une apostrophe. C'est-à-dire qu'il nous interpelle, nous, il nous fait un petit coucou, hein, vous les connaissez, à la deuxième personne du pluriel, donc ça nous englobe, soit il nous vous voit, mais je pense que c'est plutôt qu'il nous prend comme un groupe, et donc il va nous les nommer. Et donc cette métaphore des outils, elle va durer, vous allez voir, tout le poème, hein. Donc les mots comme des outils pour former un poème, c'est ça l'idée, dure tout le poème. Donc cette métaphore, on va même dire que c'est une métaphore filée, parce que comme un fil, elle pendouille, si on peut dire, du début jusqu'à la fin. Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. Du début jusqu'à la fin du poème. Donc, alors, quels sont les outils qu'il prend devant nous? Vous les connaissez, donc il nous interpelle, il nous dit c'est à vous que je parle, et il le refait ici, avec le vous, je les prends devant vous, donc comme des outils. Et on a ces deux points, pour une fois on a une petite ponctuation, qui vont venir nous expliquer de quoi il parle. Quels sont ces outils? Eh bien, il y en a 6 dans une liste. Alors une liste, en termes de figure de style, eh bien, on n'appelle pas ça une liste parce qu'on trouve que c'est un mot un peu banal. On appelle ça une énumération. C'est tout de même plus joli. Donc on parle d'énumération et dans cette énumération, on a 6 mots, verbe, adverbe, participe, pronom, substantif, adjectif. Il n'a pas choisi les plus simples. Donc verbe, adverbe, participe, ces trois-là, ils ne sont pas mis au hasard. Verbe, adverbe, parce que ça se ressemble, on entend 2 fois le mot verbe, donc vous savez que la poésie, c'est très sonore, on aime les répétitions de sons. Verbe, adverbe, et le participe, c'est pas qu'il soit lié sonorement à verbe et adverbe, mais il est lié dans la grammaire. Les participes appartiennent, on va dire, à la classe des verbes, si on peut dire, hein, d'accord? Donc verbe, adverbe, participe, ces trois-là forment un petit peu un tout. Pronom substantif, adjectif. Donc les substantifs, c'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui, ça veut dire les noms, tout simplement. Aujourd'hui, on vous parle de noms parce que c'est plus simple. Donc substantif, adjectif, bah, c'est comme verbe et adverbe, on a le tif-tif qui revient,
qui va faire un rappel, sonore et le pronom, pour le coup, il est lié au substantif, un petit peu comme le participe était lié au verbe. Le pronom, il est lié au substantif, et bien parce qu'un pronom, ça remplace un nom, hein. Je vous ai dit, le nom, le substantif, c'est la même chose. Donc, en tout état de cause, on a une énumération ici avec des petits rappels, des petits clins d'œil, sonores, verbe, adverbe, substantif, adjectif. Et cette énumération de 6 mots, elle forme un tout, ce sont des natures de mots. On vous a donné des natures de mots ici. Donc ce sont les exemples de ces outils. La grande métaphore filée, hein, qui file pendant tout le poème, c'est que les outils du poète, ce sont les mots. Et donc voilà, il vous donne un exemple, comme il dirait marteau, pince, et puis je ne sais pas, visseuse. Eh bien il vous dit verbe, adverbe et participe. Donc voilà sa liste métaphorique de ces outils. Allez, et ensuite, on va voir que, eh bien, parfois, les outils, ils vivent un peu leur vie tout seuls. Le poète, à partir de ce point qui est là, insiste sur la vie VIE de ces outils et ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont su, ils savent toujours peser sur les choses, sur les volontés, éloigner ou rapprocher, réunir, séparer, fondre, etc. Donc, comme vous le voyez, les mots, hein, cette liste de mots, ils sont sujets, ils, ce sont bien eux, ils sont sujets de verbes. Ils ont su, ils savent toujours avec du passé composé, du présent. Donc en plus, on a l'idée du passé, présent et de l'avenir, hein. Ici, on aura ce qui n'est plus, non, pardon, ce qui n'est pas encore, voilà, pour l'avenir. Donc ces mots, eh bien, on va pouvoir leur donner encore une autre figure de style, puisqu'ils sont capables de savoir des choses, ils sont capables de peser sur des volontés, ils sont capables de faire des actions, vous voyez tous ces infinitifs, eh bien, ça veut dire qu'on les personnifie. Ils sont comme des humains qui ont le pouvoir d'agir. Donc ici, on a une très longue personnification avec donc le pouvoir des mots, ce pouvoir qui est donné de façon indépendante du temps. Ça, c'est très important. Donc on va dire que ce pouvoir des mots, il est atemporel. Hein, c'est l'idée du passé, présent et futur qui est là. Donc le pouvoir des mots, il est atemporel, il existe au passé, au présent, au futur. Et quand on y pense bien, c'est vrai, puisque les écrits du passé peuvent encore nous influencer maintenant. Et de la même façon, ce que vous écrivez maintenant au présent pourra influencer le futur. D'accord. Donc les écrits sont effectivement, comme on peut dire, décrochés du temps. La seule chose qui puisse battre les écrits, c'est quand une bibliothèque flambe. Alors là, effectivement, et c'est arrivé beaucoup de fois, bien sûr, dans l'Antiquité ou dans le Moyen Âge, on a donc réellement perdu des livres et des écrits, mais avec l'informatique aujourd'hui, on a un bon moyen de les conserver longtemps. Donc voilà, ces mots, leur pouvoir est libéré du temps. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et donc ce pouvoir est puissant puisque, il dirige 6 verbes à l'infinitif, hein, donc ils ont su, ils savent toujours peser sur les choses et sur les volontés. Ça, c'est pas rien comme pouvoir. Donc un premier infinitif ici, peser, éloigner, rapprocher, donc 3, 4, 5, non pardon, 2, 3, 5, 6 avec réunir, séparer et fondre le 6e. En plus, dans ces infinitifs, vous voyez, éloigner ou rapprocher, réunir ou séparer, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Sur ces 4-là que j'ai surlignés, on voit qu'il y a des notions d'opposition. Éloigner, rapprocher, qui sont en opposition tous les deux, et puis réunir, séparer, qui sont aussi en contradiction. Donc ces oppositions, ces contradictions, ça correspond encore à un nouveau nom de figure de style, un peu barbare, on parle d'antithèse. Le mot c'est antithèse. Donc anti comme contre, ils sont contre, en opposition. Donc éloigner, antithèse de rapprocher, réunir et séparer, qui sont tous les deux en antithèse aussi. Donc non seulement les mots, leur pouvoir est séparé du temps, ils règnent quelle que soit l'époque, mais en plus ils sont capables de faire tout, hein, puisqu'ils sont capables d'une chose et son contraire. Éloigner, rapprocher, réunir, séparer. Ça, c'est fort. Ensuite, pour le 6e infinitif, ils sont capables de fondre ce qui est, au sens donc ce qui existe. Je répète, hein, ils ont su, ils savent toujours fondre sur ce qui est, pour qu'en transparence dans cette épaisseur, donc l'épaisseur des mots, l'épaisseur des livres peut-être, soit espérée ou redoutée. Vous voyez, encore des antithèses ici, hein, l'espoir, c'est le contraire de la crainte. Donc, soit espéré ou redouté. Et là, on a tout un jeu de petits morceaux de phrases qui se ressemblent et qui sont parfois en contradiction. Ce qui n'est pas encore, ce qui est tout
ce qui n'est rien, ce qui n'est plus. Donc, vous voyez qu'on a à chaque fois ce qui avec le verbe être et puis, un adverbe de derrière. Pas, encore, tout, rien, plus. Et là, on va voir que ces structures se ressemblent puisqu'on a ce, qui, le verbe être, un adverbe, mais en revanche, elles s'opposent dans leur signification. Par exemple, ce qui est tout s'oppose à ce qui est rien, ce qui n'est plus s'oppose à ce qui n'est pas encore. Et ce qui n'est pas est très proche de ce qui n'est plus finalement. Donc encore une fois, les mots peuvent donc, on vous dit fondre sur ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui est tout, ce qui n'est rien, ce qui n'est plus. Donc finalement, ils englobent tout. Tout est son contraire. Donc on a l'impression qu'ils sont supérieurs à tout ça. Et alors justement, on va voir le pouvoir suprême des mots en conclusion. Je les pose sur la table. Donc c'est je, le poète, pose les mots sur la table. Il parle tout seul. Je m'en vais. Donc on avait déjà compris cette personnification, mais alors là, avec il parle tout seul, je m'en vais. Finalement, qu'est-ce qui renvoie au vrai mot? Bah, il y a l'idée de je les pose sur la table, ça c'est quand il écrit. Il écrit sur sa feuille de papier qui est sur sa table, mais ensuite, il parle tout seul, je m'en vais, on a vraiment l'impression des mots qui vivent leur vie. Alors, ça c'est très fidèle donc au courant littéraire auquel appartient Jean Tardieu, donc comme je vous disais, qui veut jouer avec les mots et qui veut laisser les mots un peu vivre leur vie et faire leur petite imagination tout seul. Alors c'est évidemment une espèce de petite pirouette parce que les mots ne sont rien sans leur auteur, mais en tout cas voilà, il ouvre tout le champ des possibles, notamment à ce grand courant littéraire qui tourne autour des jeux de mots en général, et je pense que vous connaissez plusieurs auteurs qui aiment jouer avec les mots. Alors voilà, donc en conclusion, le poète se retire et laisse les mots s'occuper tout seul. Ça, c'est un peu ce qu'il imagine dans sa tête. Donc, en dessous, j'ai écrit en analyse ce qu'on vient de dire, là, voyez. Et puis, je vous ai mis ici juste un petit mémo tout petit sur ce que c'est que l'oulipo. Donc Jean Tardieu, justement, il appartient à ce courant littéraire, comme je vous disais, de liberté des mots et de jeu de mots. Dans ce courant littéraire, on trouve d'autres artistes, d'autres poètes comme Raymond Queneau, notamment, que vous connaissez peut-être. Et donc, ils se sont donné un nom. Ils ont donné un nom à leur petit club qui est Oulipo. Et donc Oulipo, c'est à la fois le nom de leur petit club de poètes, mais c'est aussi le nom de leur technique. Et Oulipo, c'est 3 syllabes collées, ouvroir pour le ou, li, donc de littérature, et po, potentiel. Ouvroir de littérature potentielle. Donc c'est pour ouvrir les mots, hein, la littérature, possible, ce qui est possible. Alors là, tout est possible en plus pour chez eux. Donc, dans une technique de l'oulipo, Raymond Queneau, avec donc son ami Jean Tardieu et d'autres poètes, qu'est-ce qu'ils aimaient bien faire? Eh bien, voilà, par exemple, ils se donnaient des petits jeux comme ça. Ils prenaient une phrase toute bête. Le chien aboie. Il n'y a pas plus bête et plus inintéressant que cette phrase-là. Ensuite, ils allaient dire, tiens, on va faire plus 9. Et dans le dictionnaire, ils allaient chercher ce qu'il y avait en dessous de le chien, enfin oui, en dessous de chien, si on prend les 9 mots après, non pardon, c'est si on prend 9 mots après, on obtient lécheuse. Donc là, il a été obligé de rétablir un article quand même. Chien, dans le dictionnaire, si on prend 9 mots après, on obtient chiffonne. Et aboie, si on prend 9 mots après, on obtient le mot abrégé. Après, on rajoute des articles si on a besoin. Et donc, la phrase le chien aboie, plus 9 dans le dictionnaire, devient la lécheuse chiffonne l'abrégé. Voilà, donc c'est ce type de jeu de mots que les maîtres de l'oulipo aimaient bien. Et Raymond Queneau, peut-être que vous connaissez un petit peu, c'est celui en particulier qui a fait ce roman qui s'appelle La disparition, un roman dans lequel il a fait disparaître complètement la lettre E. Donc un roman écrit sans le E, ce qui est quand même incroyable. Voilà, donc si vous allez chercher dans Wikipédia, comme je vous affiche, vous allez trouver d'autres éléments sur l'Oulipo. Vous voyez, Raymond Queneau, on le retrouve ici, et vous allez trouver surtout des bricoles sur... alors n'allez pas tout lire, hein, mais peut-être les membres, voilà, donc qui connaissez-vous là-dedans? À part Raymond Queneau, peut-être pas grand monde, hein, c'est de loin
le plus connu et donc Jean Tardieu ne faisait pas partie des membres fondateurs, mais était un grand ami de Raymond Queneau, donc il était invité régulièrement à faire des lectures avec tous ces poètes-là. Voilà, donc on peut faire de la poésie tout en s'amusant, en tout cas c'est ce que démontre Jean Tardieu. Voilà, donc grand week-end, je vous laisse vous reposer et on réattaque lundi. Lundi, vous devez donc pour le 25 vous enregistrer avec votre poésie préférée en mettant bien le ton, en faisant bien les liaisons et en faisant attention à vos E qu'on doit bien prononcer et non pas, donc je répète, hein, dernier exemple, on ne dit pas mes outils d'artisan sont vieux comme le monde, mais mes outils d'artisan sont vieux comme le monde. Voilà, on laisse un petit peu traîner la voix sur ce E parce qu'il est suivi d'une consonne. Voilà, allez, reposez-vous bien, bon week-end et bonne poésie pour lundi.